Non, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire qui va donc porter sur la fatigue compassionnelle et la souffrance au travail. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans enfin, la salve de webinaires qu'on a pu organiser cette année avec les coordonnateurs régionaux des EMPP. Et donc, aujourd'hui, on souhaitait pouvoir aborder ce sujet qui vous concerne tout particulièrement. Et donc, on aura deux interventions. Le docteur Marsilia, j'espère que je le prononce correctement, pardon, n'hésitez pas à me corriger, qui est coordinatrice nationale du pôle santé mentale, psychiatre et psychothérapeute au sein du COMED, et donc qui reviendra plus particulièrement sur la fatigue compassionnelle, le trauma vicariant, d'un aspect plutôt clinique. Et ensuite, donc Émilie Labert, qui fait partie de la coordination nationale en tant que coordinatrice régionale des EMPP au niveau de la région PACA et qui va pouvoir nous présenter différents outils qui ont été travaillés, notamment avec leur expert Sandara. Comme d'habitude, on fait donc deux présentations qui font à peu près 20 minutes chacune. L'idée étant après d'avoir un temps d'échange assez important avec vous. N'hésitez pas, soit donc, on va faire les deux présentations d'un coup et ensuite on prendra un temps d'échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on pourra y répondre et à lever la main par la suite. Voilà. Donc sans plus tarder, docteur Marseille, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup aux organisatrices, donc Madame Lerue, Madame Lucioni, merci C'est quelque beaucoup chose qui tient à la pour relation, ce conflit. l'invitation. Est-ce que vous Donc, nous m'entendez? sommes On avait un écho d'un micro ouvert. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, parfait. Donc, comme disait Madame Lucioni dans sa présentation, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'impact de la clinique, notamment la clinique de l'exil, sur les professionnels et sur les institutions. Je vais partager un PowerPoint. Je vais vous dire déjà d'où je parle. Donc, décrire brièvement le COMED, le type de patient qu'on reçoit, le type de problématique de santé mentale. Et après, on va parler dans le détail des types de, voilà, de l'impact sur les professionnels. Je vais ouvrir un PowerPoint et donc, comme disait Madame Lucioni, de toute façon, on aura après un temps d'échange donc, et un partage aussi des supports. Donc, n'hésitez pas après à poser les questions. Est-ce que vous voyez à plan écran? Ça va? Oui, très OK, bien. parfait. Donc, alors... donc, je vous disais, pour vous expliquer rapidement ce qui fait le COMED, donc le COMED est une association créée en 1979 qui agit en faveur de la santé des exilés et dans la défense de leurs droits. On accueille dans les dispositifs des patients et on assure des soins en soutien médical, psychologique, social et juridique. Dans le cas où ceux-ci sont inexistants ou soit difficiles d'accès. Donc, on favorise l'accès aux soins, à la prévention et aux droits. Et on a un principe de non-subsidiarité, dans le sens qu'on travaille en collaboration avec le droit commun, mais on ne se substitue pas. Comme je vous disais, on a plusieurs dispositifs d'intervention, de lieux de soins. Le centre de santé à Bicêtre, donc on a deux dispositifs en Île-de-France, à Bicêtre et dans le 18e arrondissement de Paris. On a un COMED à Marseille, à Cayenne et à Saint-Étienne. On a aussi un centre ressources national et un observatoire, d'où découlent aussi les données et les publications et les interventions qui ont fait. Et on a des permanences téléphoniques nationales et régionales qui sont à destination des bénéficiaires, mais aussi des professionnels qui souhaitent avoir de l'aide ou des pistes de travail ou pour l'accompagnement des personnes qui sont en situation d'exil et qui rencontrent des difficultés, comme je vous disais, dans l'accès aux soins, aux droits. On accueille notamment, donc comme je vous disais, des personnes qui ont des difficultés à avoir accès aux soins. Et donc notamment des personnes qui ont des besoins en santé, que ce soit de santé somatique, de santé mentale, donc des besoins en santé, mais aussi qui sont dans des situations de détresse sociale. Donc des personnes à la rue qui ne parlent pas français, qui sont isolées, qui ne sont pas hébergées. On accueille aussi de façon prioritaire
les populations dites vulnérables. Ce sont des personnes qui cumulent du fait de l'appartenance à ces populations-là des facteurs de risque d'exclusion et des difficultés importantes d'accès aux soins et aux droits. Des difficultés d'accès aux soins, j'entends surtout des retards, des renoncements, des refus et des discriminations aux soins. Donc, ces populations sont notamment les femmes, les mineurs non accompagnés, le public LGBT exilé, les sujets âgés, les étrangers privés de liberté et les étrangers malades. On retrouve chez nos patients, dans la plus grande partie, des antécédents de violence. On le verra, les personnes exilées et sont exposées de façon importante aux violences tout le long de leur parcours migratoire, donc dans leur pays de départ, tout le long du parcours d'exil, mais aussi dans le pays d'accueil. Donc, chez le plus de 68% des demandeurs d'asile, ça c'est une étude qui a été faite par le COMED il y a quelques années, donc presque 80% des demandeurs d'asile ont été exposés à des violences, avec un taux de prévalence pour développer un psychotraumatisme de 1,2. Le 30% des demandeurs d'asile ont des antécédents de torture, avec un taux augmenté de 1,4 de développer un psychotraumatisme. Plus de la moitié des femmes a subi des violences de genre et 10% des hommes, mais avec un risque plus important de développer des psychotraumatismes. Comme je vous disais, les violences et donc le cumul de vulnérabilité, il ne s'arrête pas dès l'arrivée sur le territoire du pays hôte. Et donc, par exemple, en France, on a presque le 20% des antécédents de viol qui arrivent sur le territoire français. Un autre élément qui est très pourvoyeur après d'état de stress post-traumatique, c'est l'enfermement, donc séquestration, prison et rétention. On retrouve donc les psychotraumatismes au premier plan des maladies graves chez les patients qu'on reçoit, chez les patients qui viennent qui s'adressent au COMED et qui sont suivis, avec un taux de prévalence de 22% de personnes qui effectuent le bilan, avec un taux plus élevé parmi les femmes et les jeunes adultes. Les tableaux cliniques, les principaux tableaux cliniques qu'on retrouve, c'est donc des états de stress post-traumatique, mais pas seulement, des traumas complexes, des dépressions, des troubles anxieux, des psychoses, un pourcentage moindre, mais ça, c'est les patients vraiment qu'on reçoit en consultation. Et de façon transversale, on retrouve beaucoup de personnes qui ont des idées suicidaires et presque chez la moitié des personnes, des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire. La littérature internationale étudie la relation entre migration et risque de troubles psychiques depuis longtemps, donc le risque, il est connu. Et il y a beaucoup de revues de la littérature et de méta-analyses qui essayent d'étudier, donc qui ont étudié cette relation et où on retrouve en effet que le risque des personnes réfugiées est augmenté, donc de développer des troubles de santé mentale est augmenté par rapport à la population générale et aux migrants non réfugiés. Alors, c'est des termes, on pourra les voir un peu plus dans le détail, qui sont beaucoup utilisés aux États-Unis, la différence entre réfugiés et migrants. Nous, on utilise plutôt le terme d'exilé qui désigne en effet une condition humaine où on est contraint de partir de son pays natal et on traverse toutes les difficultés que vous connaissez. Donc, cette catégorie, cette population, ces personnes-là, ont un risque augmenté, selon certaines études, de 10%, de 10 fois, pardon, pas 10%, de 10 fois de développer un état de stress post-traumatique et développer aussi d'autres troubles comme dépression, douleurs chroniques et problèmes somatiques. La torture, c'est un des plus forts prédicteurs de symptômes de stress post-traumatique et pour ce qui concerne les femmes, les violences sexuelles et la violence de genre et les violences de genre sont considérées comme des facteurs de risque spécifiques et communs à toutes les femmes migrantes et qui, donc, avec un risque augmenté, développer état de stress post-traumatique et dépression. Les exilés ont tous et toutes des histoires de vie différentes, de parcours différents, mais
il y a un socle commun qu'on retrouve chez ces personnes qui était la rencontre avec la menace vitale, donc la menace de mort et la menace vitale et l'expulsion. C'est des personnes qui ont été catapultées, donc selon ce qu'elle écrit Élise Pestre, hors du monde. Et ces symptômes-là se mêlent au sentiment d'inhospitalité dans le pays d'accueil, ce qui renforce leur vécu d'exclusion. Donc, toutes les difficultés aussi administratives et d'accès au statut de réfugié contribuent à créer un sentiment de précarité existentielle qui se traduit en logique de survie. Desclercq, il parle des traumatismes vécus par les personnes exilées comme des traumatismes extrêmes et déshumanisants, des traumatismes cumulatifs. C'est important de parler de ça parce qu'on verra que ça aura un impact et sur la clinique et aussi sur les professionnels qui peut être différent. Le concept de traumatisme intentionnel, je trouve que c'est intéressant à citer en ce moment parce que les personnes qui en reçoivent n'ont pas été exposées à des traumatismes qui sont dus pour la plupart au hasard ou qui sont aléatoires, mais sont souvent victimes de traumatismes intentionnels qui sont des traumatismes qui sont induits de façon délibérée par un être humain ou un être non humain dans le sens où une idéologie, des croyances, des systèmes sur un sujet ou sur un groupe d'individus. Et l'intentionnalité de ce traumatisme, elle est contenue aussi dans la forme clinique qui va prendre le traumatisme. Qu'est-ce qu'il arrive à des personnes, à des professionnels et des institutions qui travaillent tous les jours et, avec des personnes qui ont subi ce type de psychotraumatisme et comment elles sont impactées par cette exposition répétée à des récits traumatiques. Ils peuvent avoir des vécus intenses, des affects de débordement, des sentiments d'épuisement, d'inutilité et d'impuissance. Les limites professionnelles peuvent devenir poreuses avec des phénomènes d'identification massive face à des situations humaines extrêmes, avec un risque d'aller au-delà de son propre champ de compétences, donc d'aller au-delà des limites de leur champ de compétences professionnelles. En réponse à l'écoute de ces récits traumatiques, on peut voir des phénomènes de sidération. Donc, la pensée, elle est gelée, elle est figée. On peut avoir un blanc de la pensée, on peut avoir du mal à mettre du sens dans les choses qu'on entend. Et on peut avoir même à l'autre extrême, des phénomènes de fascination. Comme par exemple la traumatophilie, ça veut dire le fait de s'exposer, de creuser de plus en plus sur les vécus traumatiques des patients. Donc, c'est important vraiment de pouvoir travailler la juste distance avec laquelle on approche ces éléments qui sont déposés, mais aussi les patients et la relation thérapeutique. Donc, il est très important le cadre du travail, de bien le définir, de bien voir quel est son champ de compétences, l'importance du travail en équipe et des espaces de pensée et d'écoute pour les professionnels. Pour parler justement de l'impact que ces récits et ces rencontres peuvent avoir sur les personnes, je vais vous parler de 3 concepts. Donc, le premier, c'est le trauma vicariant. Et je vais m'appuyer aussi sur les définitions et la lecture critique de ces concepts qui sont faits par Damiani et Lebigot dans Les mots du trauma et par un dossier qui est sorti avec le CN2R. Donc, la définition du trauma vicariant s'appuie sur l'idée d'un traumatisme par contagion ou identification quand un professionnel est en contact régulier avec des sujets traumatisés. Il peut se traduire par une souffrance émotionnelle avec une symptomatologie qui ressemble à celle présentée par les personnes impliquées. Donc, des pensées intrusives, un sentiment de vulnérabilité, des manifestations somatiques, des nausées, des troubles du sommeil, des difficultés dans les relations, un émoussement au niveau des émotions et des préoccupations quant à sa sécurité. On peut avoir des sentiments d'insécurité. On peut partager des affects avec les patients,
donc vivre et sentir avoir des vécus de honte, de culpabilité, d'angoisse, des sentiments d'impuissance ou de colère. Et tout ça pour avoir un impact sur le fonctionnement du professionnel à un niveau professionnel, donc dans le cadre de son travail et à un niveau relationnel. On peut aussi avoir des remaniements identitaires, des modifications des cognitions sur soi, jusqu'à un épuisement professionnel. Ce changement peut conduire le professionnel à adopter une vision du monde qui est perçue, donc un monde qui est perçu comme moins juste, et une vision qui érode un certain espoir envers sa profession et plus largement envers le monde qui entoure le professionnel. Damiani nous dit que le trauma vicariant n'est pas strictement considéré comme un psychotraumatisme parce qu'il n'y a pas eu de confrontation directe avec un événement traumatique. Donc, il n'y a pas eu d'effraction de l'appareil psychique et on a été confronté plutôt à des récits, plutôt à des discours autour du traumatisme vécu par le patient. Et donc, les perturbations que nous, on peut vivre aussi restent dans la sphère du langage et des représentations. Donc, on peut l'assimiler plutôt à un traumatisme secondaire ou en fatigue de compassion. Le concept de fatigue de compassion a été défini par plusieurs auteurs et définit donc l'affaiblissement des capacités professionnelles consécutifs à l'exposition à la souffrance d'autrui, manifestée par des symptômes comme la fatigue, l'épuisement émotionnel et un sentiment d'isolement. Donc, cet état d'épuisement et de dysfonctionnement peut résulter donc d'une exposition prolongée au stress de compassion. La fatigue de compassion donc découle de l'usure, de l'épuisement émotionnel du professionnel à long terme. Cet épuisement émotionnel peut être exacerbé par un engagement empathique prolongé envers les personnes souffrantes. La surcharge émotionnelle décrit donc le poids cumulatif de la détresse absorbée et l'exposition donc répétée au récit traumatique, comme on l'a vu, peut éroder les frontières émotionnelles du soignant, conduisant donc à une fatigue de compassion. C'est bien de faire une distinction entre la posture empathique et celle sympathique. Donc, pour empathie, on entend la capacité à se représenter la souffrance de l'autre, et pour sympathie, celle de souffrir avec l'autre. Donc, c'est important de maintenir dans notre travail une posture empathique, tout en évitant le piège de la sympathie excessive qui peut nuire à la distance professionnelle et qui peut donc être aussi un signe d'un engagement excessif envers la personne aidée. La sympathie peut entraver le lien d'aide et rend vulnérable au traumatisme vicariant ou à la fatigue de compassion. Troisième concept, donc sur l'impact de cette rencontre avec des personnes qui ont vécu, qui ont des histoires difficiles, c'est le burn-out. Donc, selon la définition de la CIM 11, donc ce n'est pas une maladie, mais c'est un phénomène professionnel qui résulte d'un stress professionnel chronique non résolu qui se manifeste par 3 symptômes principaux: une fatigue intense, un cynisme ou un détachement vis-à-vis de son emploi et une baisse de performance. Ce type de réaction se développe sous l'effet de charges de travail prolongées et d'attentes professionnelles irréalistes. Les symptômes du burn-out, donc, qui incluent aussi la dépression, l'épuisement, sont souvent donc le résultat d'une pression professionnelle excessive. Ça peut être aussi le résultat d'un manque de reconnaissance des efforts déployés par le professionnel. Quelques mots sur les limites de notre travail. Donc, notre travail avec les personnes qui ont vécu des psychotraumatismes, il a beaucoup de potentialités, mais il a aussi beaucoup de limites. Et connaître les limites, ça nous aide à nous protéger de l'impact de ces récits sur nous. Et donc, un concept qui est important, qui a été étudié par plusieurs anthropologues et psychiatres qui ont travaillé sur le sujet, c'est la dimension politique du trauma.
Donc, il y a des matrices sociales, des matrices historiques de la souffrance, du deuil et de la mémoire, qui ont un impact donc sur ces personnes-là. Donc, on ne peut pas penser de pouvoir traiter toutes les questions complexes dans la clinique. Bien sûr, on essaie de le faire, mais il faut avoir en tête qu'il y a des choses sur lesquelles on a des marges d'action qui sont limitées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos patients? On peut les aider à créer, à recréer dans l'espace thérapeutique un récit de vie, un récit qui puisse inclure aussi les événements traumatiques, les aider à donner du sens et à qu'ils puissent se réapproprier de leur récit de vie dans cette nouvelle narration. Et à raison de cette rencontre particulière avec ces patients, ben, nous, on est quand même des témoins privilégiés de l'impact de l'histoire sur les vies de ces personnes-là. Donc, c'est bien d'avoir en tête pour pouvoir, en effet, savoir quelles sont nos limites et quelles sont, qui sont aussi nos places de thérapeutes et de professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de aider les personnes, aider les professionnels? On peut penser d'agir sur 3 grands points. Donc, le premier, c'est les actions sur les déterminants de santé. On n'a pas forcément on n'a pas forcément de possibilité directe d'agir sur ça, mais c'est des choses qu'on peut dénoncer dans nos plaidoyers, on peut faire remonter au pouvoir public, mais on se rend compte que bien sûr, si on améliore les conditions d'accueil, d'hébergement, si on a des actions sur la précarité, sur les inégalités, eh ben, les personnes vont avoir un peu moins ce cumul de vulnérabilité peut être légèrement amoindri. Améliorer donc l'accès aux soins et aux droits, je pense notamment aux droits sociaux et de protection internationale, et mener des actions contre les obstacles aux soins. Donc, des actions contre le refus, le renoncement, le retard et les discriminations aux soins. Donc, faciliter l'accès aux soins, un droit commun de ces personnes. Améliorer les prises en charge et les soins, donc améliorer le dépistage et le repérage des antécédents de violence, des signes de souffrance psychique, mais aussi des maladies infectieuses sexuellement transmissibles. Ça veut dire repérer rapidement, ça veut dire offrir des soins plus rapidement et avoir des pronostics qui s'améliorent. Des suivis longs, soutenus, pluridisciplinaires, en partenariat et avec des interprètes professionnels. Sensibiliser, former les professionnels et les bénévoles qui travaillent avec ce public-là, ça les aide à se protéger et à mieux comprendre certaines choses. Et pour finir, pour conclure, des stratégies d'intervention ciblées pour les professionnels, donc des réunions d'équipe, des groupes d'analyse de pratiques, des supervisions, et prendre en compte, évaluer les risques psychosociaux des équipes, et mettre en place des interventions spécifiques. Et ça va être l'objet l'objet du support et de l'explication de ma collègue qui viendra après. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième et puis après on prendra un temps d'échange. Je Émilie, vais du coup, arrêter le partage. Super, merci. Je partage le support, Émilie, ça te va? Oui. Alors, normalement, c'est bon. Je sais pas si vous voyez bien. Mince. C'est tout bon? Vous voyez bien mon Ouais, écran? c'est bien, c'est Parfait. très bien. Ok, bonjour à tous. Alors donc je suis Emilia Berry, je suis coordinatrice régionale des EMPP en PACA et aussi psychologue clinicienne sur une EMPP pendant une quinzaine d'années. Donc moi là je prends la suite. Donc merci pour cette première présentation qui a fait un vrai focus sur aussi le psychotrauma et le trouble de stress post-traumatique aussi. Donc c'est vrai que quand on travaille en EMPP, on rencontre aussi, et plus, mais on va dire, des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères, puisque c'est ça. Et donc l'idée, c'était qu'on fasse un lien avec ces risques psychosociaux du travail de rue, en fait, de la clinique de rue. Voilà, donc on ouvre un peu aussi puisque la rencontre finalement avec une personne qui a un trouble
psychotique est aussi différente qu'une personne qui a un psychotrauma. Donc la première partie, ça sera un peu sur les risques psychosociaux et un peu aussi de la rue, hein, pas que les grandes catégories. Et dans un second temps, il y aura des documents qu'on donnera après en mail sur des échelles qui peuvent un peu aider à trouver des stratégies de prévention. Voilà, donc j'ai mis une première définition un peu des risques psychosociaux pour un peu contextualiser historiquement. Ça date donc d'un rapport qui est de 2011. C'était une demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé qui a demandé qu'un collège d'expertise se crée par l'INSEE en 2007 pour réfléchir un peu à comment on peut mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser par la suite. Ça faisait suite à un rapport de Nasse-Légeron. Et donc, sur la base de ce travail de collège d'experts et de l'analyse aussi des revues de littérature, il y a un rapport qui a été publié en 2011. Donc, il est intéressant à lire puisqu'il détaille vraiment comment les choses se créent. Ensuite, dans un second temps, il y a la ministre des Affaires sociales en 2016 qui a demandé à la Haute Autorité de Santé d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques à destination principalement des médecins du travail et des médecins généralistes sur le repérage, la prévention et la prise en charge donc, des syndromes d'épuisement professionnel et aussi donc, du burn-out. Voilà, et donc on en est à ça. On verra à la fin une deuxième partie où il faut avancer aussi. Donc, suite à ce rapport, les risques psychosociaux ont été catégorisés en 6 catégories. Donc, puisqu'ils sont nombreux, hein, mais là, en tout cas, le choix a été fait sur ces 6 catégories. Et l'intérêt, c'était donc l'intensité, le temps de travail, l'exigence émotionnelle, le manque d'autonomie, les rapports sociaux et au travail qui sont dégradés, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation au travail. Donc, d'autant plus en EMPP se rajoute voilà, un peu une souffrance éthique qu'on peut avoir quand on travaille dans la rue, avec un sentiment d'impuissance et qui attaque sur les valeurs aussi morales des professionnels qui font monter aussi souvent des colères qui peuvent être un peu sourdes et qui envahissent le quotidien. Donc, on va détailler rapidement ces facteurs de risque. Donc, au niveau de la première catégorie, elle fait référence vraiment aux contraintes de rythme de la pratique de rue. Donc, avec l'existence, par exemple, d'objectifs irréalistes ou flous. Hein, il y a la surcharge de travail aussi, mais il y a devoir à un moment aller dans plein d'endroits, à la CAF, dans plein de lieux comme ça, et accompagner les personnes qui peuvent être très décompensées, par exemple, sont des objectifs qui sont complexes. Il y a, on peut voir voilà, les travails en horaire atypique. Si par exemple on fait des maraudes, ça peut être des maraudes qui peuvent être plus tôt que 9h-17h. C'est des horaires qui ne sont pas toujours atypiques pour certains types de publics. Par exemple, quand on va à la gare, il faut qu'à un moment, à un certain moment, il y a les travailleurs qui arrivent, qui viennent prendre le train. Donc les maraudes sont moins efficientes là. On peut s'adapter aussi à la vie des quartiers. Pareil, à un moment, dans certains moments, les maraudes, elles ont moins de sens. Donc, les longues journées de travail aussi, puisqu'il y a une fatigabilité à marcher, à se déplacer. Le deuxième critère, ça va être autour de les exigences émotionnelles. Donc là, c'est plutôt une catégorie qui va être liée à la nécessité de maîtriser ses propres émotions, de les cacher ou de les simuler, on va dire. Alors, ce n'est pas des mots qui sont super, mais c'était un peu ça concerne vraiment les métiers du service et du soin. C'est un peu cette idée qu'il y a une tension avec le public avec lequel on travaille, qu'on est au contact avec la souffrance, la détresse humaine, et qu'il y a un peu cette obligation voilà, d'être à un moment bien, stable pour accueillir l'autre qui est en souffrance. Et donc, l'exigence un peu de devoir cacher ses propres émotions. Voilà, ça concerne d'autres champs d'activité, en entreprise par exemple, où les personnes doivent avoir une attitude positive. Et voilà, donc ça, c'est une exigence émotionnelle. Donc, par rapport à un peu cette juste distance qui a été amenée dans une première partie, là, par rapport sympathie et empathie, il y a aussi l'idée que dans les formations qu'on a, les diplômes, dans tous les diplômes, hein, on n'est pas formé à cette rencontre avec une clinique, voilà, avec des personnes qui sont les plus éloignées du système de soins. Et donc, c'est une clinique de l'extrême, un peu, où on demande aux professionnels de s'engager dans la rencontre, puisque pour
on puisse faire lien avec une personne qui n'a pas de demande et qui peut être même dans un syndrome d'auto-exclusion et donc retirer du champ de l'autre. Il faut pouvoir à un moment être dans une chaleur humaine, dans quelque chose d'un aller vers la personne qui est de qualité. Donc, cette juste distance ne nous protège pas toujours et n'aide pas le lien. Donc, pour créer le lien social, c'est une sorte d'exigence aussi de voilà, pouvoir à un moment vivre des choses intensément dans le travail de rue et après se retirer voilà, pour rentrer chez soi. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, c'est prendre un risque un peu dans la rencontre et ça, c'est assez fort quand on travaille en rue. La troisième grande catégorie, ça va être le manque d'autonomie. Donc, ça sera autour de voilà, le fait d'être acteur un peu dans son travail, voilà, de pouvoir à un moment décider. Donc ça, si on prend un exemple pour le travail de rue, quand on fait l'accès à l'hébergement, c'est assez compliqué sur les systèmes des SIAO, par exemple, où le public que l'on reçoit n'est pas un public prioritaire. Donc, à un moment, ou alors une attente, par exemple, de 18 mois sur une place SIAO, et quand c'est l'entrée au CHRS ne se fait pas parce qu'il y a un moment, une refus lié à l'écologie du lieu, par rapport au nombre de personnes qui sont déjà dans la structure qui ont des troubles psychiques. Donc, il y a voilà, quelque chose autour à un moment d'une perte d'espoir que peut ressentir aussi le professionnel avec voilà, un moment où il ne peut pas faire en sorte que la personne accède vraiment à quelque chose. Voilà un peu donc après voilà, à chaque fois je vous dis pas tous les facteurs de risque, mais ils sont écrits. La quatrième grande catégorie, ça va se trouver autour des rapports sociaux au travail. Donc ils ont été assez étudiés, notamment au travers du soutien social, donc la souffrance que les professionnels peuvent ressentir, par exemple, face à une justice un peu organisationnelle, donc l'équité un peu des ressources et des avantages au regard des efforts qu'on peut accomplir voilà, en comparaison de ce qu'on peut donner. Et cette catégorie, elle inclut les relations de travail avec les collègues, avec la hiérarchie et aussi voilà, les perspectives de carrière, l'adéquation de la tâche à la personne, voilà, plus largement. Donc ça va être aussi toutes les difficultés que, en tant que les EMPP sont souvent des équipes hospitalières et donc de pouvoir à un moment travailler avec les services aussi auxquels on est rattaché. Si on prend par exemple dans certaines équipes, on peut avoir un budget pour les maraudes et donc le remboursement des tickets, on peut avoir des problèmes qui embolissent vraiment. Par exemple, payer une bière pour pouvoir être en lien avec une personne, ça ne va pas être remboursé sur un ticket que le professionnel dépose, alors que quand une personne est hospitalisée, elle peut avoir justement cet alcool pour éviter le sevrage brutal. Voilà, des complexités comme ça où on ne peut pas à un moment choisir aussi ce qu'on fait alors qu'on est assez expert de ce qu'il faudrait pour entrer en contact avec ce type de public et faire de l'accès aux soins. La cinquième catégorie, elle se situe autour des conflits de valeurs, donc qui renvoie vraiment à l'ensemble des conflits intrapsychiques qui sont consécutifs avec le travail et les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles des personnes. Donc, ça peut être faire un travail que l'on juge inutile ou faire la promotion d'une méthode qu'on ne trouve pas efficace, ne pas pouvoir avoir un travail de qualité dont on est fier. Donc, on peut avoir un grand sentiment d'utilité quand on travaille en EMPP avec l'idée qu'à un moment, on puisse vraiment accompagner des personnes mais aussi ressentir voilà, de se dire à un moment, on aide une personne, il y en a d'autres, on voit aussi toutes l'aspect finalement de la dimension politique qui existe quand on fait de la clinique de rue et qui est très difficile à éprouver dans la rue et aussi à l'hôpital. Donc, les situations sans solution administrative, les Européens inactifs, donc ça c'est quand même un gros piège quand on accompagne une personne, les OQTF, tout ce qu'on peut vivre en fait au quotidien et quand on doit continuer à accompagner le public, c'est pas simple. Donc en plus, par exemple, le récit à Paris, là, comme ça a été présenté pour les personnes qui par exemple, sur un petit étranger malade, plein de choses qui nous paraissent impossibles dans le quotidien, qui sont pour le coup quand même une obligation, ou un système qui fonctionne de cette manière-là.
Comme on peut ressentir un peu voilà, un sentiment d'injustice sociale aussi, sur ces sentiments un peu de loterie, sur les demandes d'asile. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui, petit à petit, pèsent sur les valeurs morales des professionnels et qui sont un vrai facteur de risque psychosocial. Ensuite, la dernière catégorie, la sixième, c'est l'insécurité de la situation de travail. Donc, elle comprend l'insécurité socio-économique, mais aussi les risques de changements non maîtrisés de la tâche, des conditions de travail. Donc ça va être toutes les complexités que beaucoup de MPP souffrent avec voilà, le non-remplacement des postes, le manque de TP médical, voilà, les petites équipes pour une masse de travail dans des villes ou justement dans les milieux ruraux. euh, Par exemple, même des choses qui sont de l'ordre d'une voiture qui ne fonctionne pas, enfin, voilà, tout ce qui est autour une insécurité dans le travail lui-même efficient, quoi. Voilà donc un peu ces 6 catégories de travail. Je voulais les présenter un peu au regard de l'UMPP. Donc la notion de risque, je voulais un petit mot là-dessus puisque on parle de risques psychosociaux. Donc il y a l'idée aussi qu'elles peuvent se compenser parce que des fois on a des exigences très élevées, mais un soutien social de bonne qualité qui peut faire qu'on a un travail aussi qui nous va. Euh, mais voilà, si on cumule par exemple des exigences élevées et une absence de reconnaissance des efforts consentis, là, on va être sur des souffrances au travail. Donc, comme on l'a dit, le travail de rue, c'est un travail une clinique de risque. Hein, donc, cette notion de risque, qu'est-ce que ça peut représenter? Puisqu'il y a d'autres services, par exemple hospitaliers comme l'UHSA ou l'UHSI même, ou les urgences qui ont des primes de risque, et donc pas les équipes mobiles, pas les EMPP, par exemple. Donc, voilà un peu des lectures à faire si ça vous intéresse, de voir que c'est assez encore mal déterminé ce que c'est cette notion de risque au travail. Et elle n'a pas une acceptation assez claire et univoque dans tous les acteurs sociaux. Donc le risque, il comprend 2 éléments, vraiment avec une probabilité qu'un événement engendre des conséquences négatives. Donc ça, c'est un peu une genre de définition avec une sévérité des conséquences. Et après aussi, il y a une grande confusion au niveau de ces causes et de séquences, justement, donc qui tournent autour du stress, du harcèlement moral, des violences, des souffrances, des dépressions. Voilà, c'est un peu toujours en complexité. Donc, je vous ai écrit les deux articles qui sont intéressants à lire. Pour finir sur cette partie, je voulais vous présenter 2 modèles. Donc, le modèle du job strain, donc c'est les travaux menés sur la base du modèle de Karasek qui montrent que la présence des différents facteurs de risque psychosociaux sur le lieu du travail et leur combinaison ont des effets délétères sur la santé des salariés, donc qui ont vraiment un lien entre les 3, donc la forte exigence de travail ou de demande psychologique, la quantité, l'intensité, le travail morcelé, de commencer voilà, à s'adapter en fait, à une temporalité souvent administrative qui n'est pas du tout une temporalité très humaine, et de plus en plus à ne même pas pouvoir rencontrer des professionnels dans les services publics, par exemple. Le faible contrôle sur son travail, voilà, une marge de manœuvre très basse, une participation aux décisions qui concernent l'organisation de son travail ou pas. Hein. Donc ça, par exemple, sur des décisions d'hospitalisation ou par rapport au milieu médical. Donc on peut se sentir démuni avec un ressenti d'un mal-être et une connaissance du public qu'on a, et de ne pas pouvoir à un moment accéder à l'hôpital ou même dans le milieu médico-social. Et un faible soutien social, c'est le troisième point étudié, qui donc est autour justement de la hiérarchie. Voilà, un peu comment à un moment les EMPP sont reconnus dans l'hôpital. Donc maintenant, avec la nouvelle circulaire, on doit faire des copies. Les EMPP doivent faire des copies, ce qui va peut-être permettre justement d'être plus en lien avec les directions, mais même des fois, l'activité de l'EMPP n'est pas comprise, n'est pas connue, et donc c'est pas toujours simple de s'intégrer dans un système. Voilà, donc c'est le déséquilibre entre ces 3 instances et les fortes exigences et le manque d'autonomie qui est appelé job strain, la situation de travail tendu. Et donc, il le déplie, lui, sur voilà, un genre c'est un modèle un peu d'analyse de stress au travail qui a été développé en 1979. Lui, Karasek, c'était un professeur de psychosocial au département du travail et à l'université de Boston. Et donc, sous forme de questionnaire, il a évalué 3 dimensions, donc l'intensité
de la demande psychologique à laquelle le salarié est soumis, la latitude décisionnelle qui lui est accordée et le soutien social qu'il reçoit. Et donc voilà, il a créé un peu ce tableau qui enlève avec la quantité de travail, les complexités et les contraintes. Et donc, comment à un moment, on peut. Donc, ce tableau, on peut le voir aussi dans. Il peut changer. On peut à un moment être dans un travail actif et puis passer dans un travail plus tendu, voilà, et de pouvoir se déplacer un peu sur ça et qualifier en fait son travail. Le deuxième modèle que je voulais vous présenter, c'était le modèle des équilibres effort-récompense de Siegrist. Donc, ce modèle, il repose sur l'hypothèse qu'une situation de travail se caractérise par une combinaison d'efforts élevés et de faibles récompenses. La récompense, ça va être salaire, statutaire, symbolique. Et donc, elle va s'accompagner de réactions sur le plan émotionnel et physiologique qui sont potentiellement délétères. Il y a beaucoup d'études qui ont produit des résultats qui étayent cette hypothèse. C'est un sociologue, lui, suisse, qui a créé ce modèle dans les années 80. Donc, c'est un questionnaire que je vous ai mis après, qui va réfléchir voilà, entre les déséquilibres, entre les efforts qui sont requis par l'activité et la reconnaissance reçue. Donc ça, les EMPP, c'est quand même vraiment, avec tout le travail de rue, toutes les petites choses à faire qui sont faites pour déjà créer le lien, entrer en lien et cet accès aux soins, et voilà, qui à un moment peuvent être déjà échouer, par exemple quand il y a une fugue d'hospice ou quand il y a un CMP qui refuse parce qu'il y a eu 3 rendez-vous qui ont été loupés, enfin des choses comme ça qui sont sans cesse en tension et qui créent vraiment des souffrances au travail. Et donc il va s'appuyer sur les efforts intrinsèques donc de la personne avec les frontières un peu poreuses entre la vie perso et la vie pro, les compétitions, les irritabilités et aussi les efforts extrinsèques, donc les contraintes de temps, les interruptions contraintes dans le travail, les charges physiques. Donc ça, on parlait par exemple aussi de la marche, de travailler dans des conditions, la pollution, suivant certaines EMPP, hein, mais de se déplacer, ça peut pas toujours, c'est toujours ça peut être un poids. Et la charge croissante de travail, hein, puisqu'il y a de plus en plus de complexité et de personnes à rencontrer, de plus en plus de signalements qui augmentent. Voilà. Et donc le troisième point, c'était les récompenses. Hein. Donc les récompenses, c'était le salaire, les primes, l'estime, la reconnaissance, qui sont très basses, hein, puisque c'est des publics qui sont souvent des travailleurs sociaux, infirmiers, des psychologues. Voilà, donc sur ces trois éléments, il a créé ce questionnaire qui est donc qui est intéressant à lire. Donc on ne va pas le déplier, mais vous pourrez l'avoir justement et regarder, qui permettent aussi à un moment de voir où on en est et comment on peut se sentir. Je vous ai mis ensuite les recommandations françaises vous pourrez les voir actuelles et les recommandations un peu étrangères aussi. Si tu veux, Emma, mettre les slides d'après. De l'OMS aussi par rapport à ces risques facteurs de risque. Et donc, dans la deuxième partie, donc voilà, là il y a le rapport de l'OMS. Et la deuxième partie, c'était donc l'idée de vous présenter des petits outils qui peuvent être intéressants. Donc, le premier outil, c'est l'échelle MBI. Donc, c'est le test MBI, c'est développé par Marshall et Jackson en 1980, qui comporte 22 questions. C'est le questionnaire du burn-out, si vous le connaissez. Et donc, ce questionnaire, il permet d'expérimenter 3 dimensions, donc l'épuisement, la déshumanisation, le détachement et son degré d'accomplissement personnel au travail. Donc, tu peux le mettre, Emma. Donc voilà, c'est un questionnaire assez simple, mais il permet, par exemple, si à un moment on peut soi-même ressentir un mal-être, pouvoir une échelle, hein, on la fait passer, puis on voit un peu où on en est, ça nous donne un peu peut-être des ouvertures. Alors, il n'a aucune valeur clinique ni juridique, hein, mais il permet un peu une prise de conscience par rapport à son rapport au travail ou les actions correctives qu'on peut mettre en œuvre, puisqu'il donne toute une liste de phrases. Et donc là, suivant les scores modérés ou élevés, on peut voir un signe d'épuisement professionnel latent qui est en train de s'installer. Donc à cette première échelle. Et ensuite, je voulais vous présenter les stratégies de prévention individuelles et collectives qui ont été créées donc, par l'Orsper Sandara,
qui est un observatoire national de la santé mentale et des vulnérabilités sociales au Vinatier, à Lyon, au centre hospitalier Le Vinatier. Et donc, il a créé une formation qui s'appelle Prisme, qui est santé mentale et précarité. Et dans une partie où il y a un moment à la fin de la santé mentale des professionnels, comment on peut voilà, des connaissances justement comme dans la partie précédente on a eu, mais aussi des stratégies. Donc, pouvoir à un moment repérer ses propres symptômes et ses signaux d'alerte et pouvoir se prémunir contre les problématiques de santé mentale. Donc là, le premier document, c'est les stratégies de protection individuelle. Donc, c'est en situation de stress ou de déstress, on n'est pas en capacité de mettre en œuvre les bons réflexes qui peuvent nous aider et nous faire du bien. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir en amont et construire sa propre stratégie d'autopréservation. Et donc, pour cela, il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut répondre un peu de manière individuelle. Et ça, on peut aussi le faire en groupe, mais individuellement, chacun en groupe et régulièrement dans l'équipe, que chacun passe ces questions pour pouvoir à un moment voir où on en est. Donc, dans la partie prévention, ça va être de quoi ai-je besoin pour aller mieux, avec des exemples, cinéma, sport, amis. Quelles sont mes limites? Voilà, faire tant d'heures, passer tant de semaines sans congé. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Qui sont mes personnes ressources quand ça ne va pas? Quels sont les signes qui montrent que je ne vais pas bien? Donc ça, c'est plus après quand en crise. Quels sont les déclencheurs, situation, sujet, fatigue? De quoi ai-je besoin dans l'immédiat quand je ne vais pas bien? Et qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir mieux? Et qu'est-ce que je peux faire dans ces périodes-là? Donc de les réfléchir en amont. Donc ça fait penser aux directives anticipées un peu. Je ne sais pas si tout le monde a ces notions-là, mais ce qu'on peut faire passer avec des personnes qui sont en train d'être aussi reconnues, voilà, les directives anticipées en psychiatrie. Et donc soi-même de pouvoir à un moment, hors crise, hors mal-être, réfléchir qu'est-ce qui me ferait du bien et de pouvoir, dans le travail, hein, de pouvoir à un moment le savoir, je vais le mettre en action par la suite. Et donc il y a aussi le deuxième outil qui est des stratégies de prévention collective. Donc ça va être le même exercice, mais il est réalisé en équipe. Donc ça va être quels sont les moments, les événements qui affectent particulièrement notre équipe. Donc voilà, ça peut être à un moment le décès d'un patient, un accès aux soins qui réussit pas, ça peut être après des mois et des mois d'investissement, une place au chez soi d'abord, et puis finalement la personne elle retourne en rue. Enfin, plein de choses comme ça qu'on peut identifier en équipe en amont, et qui fait que quand ça arrive, on pourra être dans des stratégies de prendre soin. Quels sont les signes que notre équipe va mal? Suppression des réunions, absence de moments conviviaux, absentéisme, enfin voilà, de repérer tous ensemble en amont les choses. De quoi avons-nous besoin en tant qu'équipe pour être mieux ensemble au quotidien après un événement difficile? Quels sont les moyens, espaces, moments pour prendre soin de l'équipe? Et après, dans les moments où les personnes peuvent partager avec leurs collègues aussi de l'intime, un peu des choses qui vont les aider. Quels sont les signes qui devaient alerter mes collègues? Donc, de dire à l'autre, ben moi, en fait, quand je commence à être un peu agressive, quand je commence à ne plus parler, voilà, de pouvoir dire à l'autre quand c'est qu'on peut s'alarmer. Quels sont ceux pour lesquels je ne veux pas de questions? Mais voilà, par exemple, un changement d'humeur. Dès que je suis comme ça, ne me parle pas parce que ça va être compliqué. Qu'est-ce que mes collègues peuvent faire pour m'aider à me sentir mieux? Comment est-ce que je souhaite qu'on m'annonce les bonnes nouvelles? Enfin voilà, en amont, préparer tout ça et le partager en équipe, ça va permettre à un moment de pouvoir être dans le prendre soin et éviter d'être plus tard coincé dans de la souffrance psychique. Pour finir, les petites pistes à développer, puisque donc le burn-out, il est pour l'instant pas dans le DSM, hein, il est que reconnu dans la CIM 11 comme phénomène, parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Et donc, il y a des pistes à développer, comme ça, des outils de repérage. Donc, comme on a vu ces outils-là, les diagnostics différentiels aussi à avoir, puisque il peut y avoir un fourre-tout aussi sur ça. Et les questions, c'est l'accompagnement au retour au travail, comment il y fait, parce que souvent, après un gros burn-out, les personnes changent de travail. Voilà, et développer les préventions, les prises en charge et tout ce qui est la question de la reconnaissance aussi en tant que maladie professionnelle. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si on est bon au niveau du temps, puisqu'on vous laissait un bon temps de parole. Je suis allée un peu vite pour
pour Au rattraper ça. présent. Ah, pardon, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de connexion. Mais merci beaucoup à toutes les 2 pour, vos présentations. Très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions, soit dans la conversation ou si certaines équipes souhaitent prendre la parole. Ça peut être aussi pour, partager, vos expériences, hein, relatives, aux thématiques qui ont été, abordées aujourd'hui. Faut pas hésiter. Ça n'amène pas de ah, tiens. Pas de partage d'expérience ou peut-être d'outils aussi que vous pourriez utiliser, dans vos propres, équipes et qui pourraient faire, écho aux outils qui ont été présentés, aujourd'hui et qui pourraient par ailleurs être mis en commun aussi, si vous le souhaitez. Mais s'il y a pas de questions, Fabien? Oui, bonjour, Fabien Huzel, je suis coordinateur régional PASS MPP sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie toutes les deux pour ces présentations qui éclaireront, je pense, ou si ce n'était pas déjà fait, ce qu'on peut vivre sur le terrain. J'avais une question, alors peut-être que vous l'avez abordée, mais si c'est le cas, je m'excuse, je ne l'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez pu ou vous avez connaissance d'études qui montreraient un lien avec ces phénomènes que vous venez de décrire, mais aussi avec parfois l'impact des institutions ou des managements qui peuvent amplifier ou à contrario parfois atténuer aussi ces phénomènes-là. Est-ce que c'est des choses qui ont été étudiées ou qui vous parlent? Je ne sais pas si ma question est suffisamment précise. Oui, alors moi, je peux répondre, je ne suis pas du tout compétente là-dessus. Et dans toutes les recherches que j'ai fait, en tout cas, déjà, c'est assez loin, puisque tout ce que j'ai présenté, moi, ça date quand même déjà de quelques temps. Et je ne sais pas, parce que toi, tu parles aussi dans le milieu du soin. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites au niveau des entreprises, mais je ne suis pas sûre qu'au niveau du soin, il y a beaucoup de choses qui soient sorties, en tout cas, dans mes recherches. Je n'ai pas trop trouvé, et je ne suis pas allée dans l'international, mais après, je ne suis pas du tout experte au niveau même de la psychologie sociale. Il faudrait peut-être demander à des psychologues là-dessus, mais je suis pas sûre qu'il y a quelque chose. Je sais pas trop s'il y a quelque chose qui est autour de l'organisation, par exemple, euh, c'est mis en. Je sais pas. Voilà. Moi, je peux pas trop dire. Ok, merci quand même. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur ça ou sur d'autres choses. Barbara, par exemple. Vas-y. Je ne sais pas si je vais réagir. Je voulais partager avec vous, là je serais incapable là comme ça de vous citer par cœur les références et l'année de l'étude, où en effet il y avait une étude qui mettait en exergue l'effet que les risques du glissement de l'empathie à la sympathie étaient davantage quand il y avait une ressemblance entre profils sociaux. Par exemple, quelqu'un qui, je parle d'un professionnel de santé ou du social, lui-même en situation de fragilité, et donc avec cette possibilité de perméabilité entre la situation de la personne qu'il avait en face et sa situation à elle ou lui. Donc voilà, enfin moi aussi, je n'ai peut-être pas traversé la Méditerranée, mais je suis en contrat à durée déterminée, en intérim, je pourrais me retrouver dans une situation de rue, etc. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. Et chose qui m'amène une deuxième question, est-ce que par exemple, on a des données sur l'effet que des équipes telles que les MPP ou les PASS peuvent être davantage exposées ou carrément en public plus à risque que des autres professionnels de santé, j'ai dit n'importe quoi, au neurochir, au cardio, du fait qu'elles sont confrontées à longueur des journées à des récits traumatiques. Et donc, est-ce qu'il y a une vulnérabilité auprès des professionnels de santé, des PASS et des MPP, pour ne pas les nommer, d'être confrontés à une fatigue compassionnelle, voire à du burn-out? Et s'il n'y a pas comme étude et comme recherche, on peut l'initier.
Oui, moi, je pense que ça serait intéressant de l'initier. J'avais vu, moi, un travail sur les critères pour l'évaluation d'une équipe mobile psychiatrie précarité. C'était un travail d'un médecin inspecteur de santé publique sur l'Indre-et-Loire dans une MPP, mais qui est aussi date. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir, surtout au vu en fait du public de rue qui évolue, parce que réellement, avec au public migrant qui est arrivé, qui est plus présent dans la rue, les difficultés, qui n'est pas notre public cible à la base des EMPP, mais voilà, à un moment, il y a des choses qui pourraient un peu être intéressantes de travailler. Ouais. Le trauma complexe aussi qui est en train de se mettre en place, et donc dans les pratiques, qui peut aussi changer le travail de rue. Enfin, il y a des choses. Après, je ne sais pas du tout, je ne suis pas allée investiguer plus que ça et j'ai pas trouvé. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Même les recommandations que j'ai mises, elles datent quand même. Hein. L'OMS, ça date de 94, mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres. Le rapport HAS, il date de 2017, qui est vieux sans être vieux aussi. Donc, ça mérite, je pense, de mettre au travail pour aussi même dans la création future, voilà, de continuer à accompagner ce public, faire de la prévention pour les professionnels, ça pourrait être intéressant. Je voulais rebondir sur votre première remarque et demande, Madame Bertini, sur la question sur le risque d'identification. Donc, il y a des risques d'identification, on en a parlé un petit peu, qui sont massives quand on a affaire avec des personnes qui ont subi des psychotraumatismes. Donc, selon la personne qu'on a en face de nous, selon la pathologie dont elle souffre, on a plus ou moins de risques d'identification. Donc, par exemple, quand on a affaire avec des personnes qui ont des profils plutôt psychotiques chroniques, on a tendance à s'identifier moins par rapport à quelqu'un d'autre, par exemple, qui souffre d'une dépression ou d'un psychotraumatisme ou d'une pathologie qui est plus proche de celle qu'on pourrait vivre et qui sont aussi des personnes qui n'ont pas à la base des histoires très différentes de la nôtre, mais qui à un certain moment de leur vie ont vu voilà, toute leur vie bousculée. Et donc, en effet, les phénomènes d'identification sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus massifs. C'est évident que quand on entend parler une maman qui a dû fuir son pays, qui a dû quitter ses enfants et qui s'inquiète du fait que ses enfants aient ou pas à manger, par exemple, dans leur pays d'origine, eh ben, c'est quelque chose qui touche des cordes qui sont très profondes. Et donc, oui, c'est bien sûr. Donc, les phénomènes d'identification sont en intensité et une probabilité différente aussi selon le type de population qu'on reçoit. Merci beaucoup. Madame Froment? Oui, bonjour. Moi, je suis infirmière pour l'ARS, mais avant d'être ici, j'ai fait 3 ans en médecine du travail. Donc, du coup, les populations, notamment des soignantes qui étaient confrontées à... déjà, moi, en étant soignante, même si c'est une autre catégorie, tout ce qui est la violence, la souffrance, il faut pouvoir l'emmagasiner. Mais il ne faut pas oublier le rôle de la médecine du travail, du coup, dans des situations comme ça. Parce que le médecin du travail, il y a la psychologue du travail, il y a plein de choses à mettre en place, notamment sur l'évaluation des RPS. On fait aussi des signalements quand on voit qu'un mode de management, notamment, n'est pas approprié. Le médecin du travail peut aussi alerter et être en lien, du coup. Après, pour ce qui est des études, il y en avait une sur, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, c'était sur l'état des lieux de la santé mentale pour les soignants qui travaillent en psychiatrie ou dans les secteurs un peu associés, pour voir si justement il y avait plus de prévalence chez ces personnes-là du fait de la population qu'ils avaient en face. Je pourrais peut-être vous la retrouver, il faudra que je la cherche. Mais voilà, en tout cas, pas oublier qu'un médecin du travail est là aussi, des fois on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que ça peut être un levier pour alerter quand il y a des problèmes, notamment au niveau de l'encadrement ou une manque de reconnaissance de la part des soignants ou tout simplement pour en discuter et adapter des postes aussi. Quand on a des soignants qui sont trop en grande souffrance, on peut demander de les sortir de tel type de situation pendant quelques temps aussi. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup.
On a une autre main levée. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a juste marqué UMPP, mais je sais pas si c'est l'UMPP de Clermont qui avait aussi partagé un commentaire dans la conversation ou pas, si vous souhaitez prendre la parole. Mais votre micro est coupé. Bonjour. Un peu laisser Bonjour, alors moi je suis Séverine, je suis éduque dans l'équipe mobile de l'EMPP. Ça fait 4 ans à peu près. Aujourd'hui, je pense que quand on arrive à un moment donné où justement le plus important c'est de pouvoir communiquer dans les équipes, en tout cas quand on dit que ça touche beaucoup les équipes mobiles. Voilà, moi aujourd'hui j'ai un bon psychologue dans mon équipe avec lequel je m'entends très bien et quand les situations compliquées ou quand c'est difficile, on se parle. Après, voilà, je sais que ce qui reste au travail reste au travail. Je l'emmène pas forcément avec moi. C'est vrai que quand on rencontre des personnes qui ont plutôt des parcours migratoires, etc., c'est pas des choses vraiment sur lesquelles, oui, on va se coller parce que du coup, c'est pas des choses qu'on a vécues ou qui peut nous rappeler quelque chose de notre vie. Quand on rencontre des gens, par contre, oui, qui sont du coup en dépression, en reclus chez eux, parce que là, du coup, l'après-confinement, c'est beaucoup ce qu'on rencontre et c'est un constat que je fais. On rencontre beaucoup de personnes qui ont peut-être pas supporté ce télétravail, qui avaient peut-être quelque chose de sous-jacent avant et qui après sont finis carrément en reclus chez eux. Et aujourd'hui, c'est des gens qu'on a du mal à emmener vers le soin, par exemple, parce que bah ils sont ni en danger chez eux et ils ne sont pas un danger pour les autres, mais ils sont enfermés chez eux. Pour certains, n'ont plus d'eau, n'ont plus d'électricité, mais ne nous laissent pas en tout cas cette capacité parfois à venir les aider ou à aider la famille. Et ce que je peux constater en tout cas, c'est ça, c'est de pouvoir entendre des gens qui ont été dans des situations de travail comme nous et qui aujourd'hui fait qu'il y a quelque chose qui les ont emmenés vers quelque chose de profond, une profonde dépression, un burn-out, et qu'on on peut pas aider. Oui, donc des fois, parfois, oui, c'est de prendre du recul par rapport à ça. Ça peut être compliqué, ça peut mettre en colère parce qu'on se dit on peut pas les aider, personne ne peut les aider. Donc ça, on s'en parle. On a un bon médecin psychiatre aussi avec qui on peut échanger, pour lesquels il peut aussi parfois nous dire de nous détacher un petit peu de tout ça en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage. Alain, ton micro est coupé. Alors, j'ai pas de son. Oui, voilà, Est-ce que c'est tu peux peut-être mieux. remettre le son? C'est bon, vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, merci pour ces présentations. Je pensais à un autre effet, c'est l'emballement du dispositif. C'est-à-dire que on a un moyen qui est contraint, des enveloppes qui sont contraintes, et entre guillemets en position d'humanitaire en zone non militarisée que reste encore la France. On essaie de sauver un maximum de personnes. Or, on est confronté à une question éthique qui est qui aider d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut offrir des actions de très bonne qualité ou de bonne qualité à peu de personnes, ou à moindre personnes, ou au contraire baisser la qualité de l'offre pour un plus grand nombre? Et ça, c'est une question permanente qu'on se pose et qui, si on y répond par il faut sauver le monde, on file droit vers le burn-out, on file droit vers le surmenage et on ne se met pas de limite. Donc, euh, la limite étant, comment dire, fouettée par la nécessité de faire toujours plus pour avoir plus de moyens. Et on voit bien qu'à force de fouetter le cheval, en quelque sorte, bah, voilà, il s'explose la rate. Donc comment faire pour conserver les moyens en offrant des prestations de qualité, quoi.
Audrey Vanel, si vous voulez répondre peut-être. Oui, bonjour. Donc, nous, on est le MPP du Vaucluse, Montfavet. Et je voulais juste mettre aussi un petit accent sur la souffrance des professionnels avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels du soin, on travaille avec des partenaires du champ du social, travailleurs sociaux, éducs, qui n'ont pas les mêmes employeurs. Et on est aussi confrontés à leur propre souffrance. Alors, soit leur souffrance en lien avec les personnes qu'ils accompagnent, mais aussi beaucoup en ce moment la souffrance liée à leurs conditions de travail, puisque du coup, c'est pas, je ne vous l'apprends pas, c'est une catastrophe dans les structures associatives, avec un manque de moyens, avec un turnover très important. Donc, on est aussi témoins, nous, de cette souffrance-là. Alors, bien sûr, la souffrance des usagers qu'on accompagne, mais aussi de celle de nos collègues, enfin partenaires, on va dire, et avec lesquels on est un peu impuissant, parce que du coup, on n'a pas les mêmes outils, on peut pas, enfin, bien sûr, on a des échanges informels, on les accompagne, on les soutient, mais c'est vrai que c'est cette souffrance-là aussi est présente. Voilà. Et est-ce que vous vous retrouvez parfois dans des situations justement de demande d'aide ou d'appui de leur part auxquelles vous n'arrivez pas forcément à répondre pour toutes les raisons que vous évoquiez là? Oui. Je sais pas si vous en parlez. Non, mais oui, enfin, t'as plus Oui, moi j'ai les collègues infirmières. Moi, je suis médecin dans le service, je suis un petit peu moins au contact directement. J'ai plus des rencontres assez formelles avec les collègues sous forme de réunions, de reprises cliniques, de choses comme ça. Mais mes collègues infirmières qui sont sur le terrain, alors il y en a une qui vient de partir, mais qui m'a déjà rapporté ça en disant, voilà, j'ai eu une discussion avec tel professionnel qui s'est effondré en fait dans le bureau, qui m'a demandé à ce que je la revoie une deuxième fois, une troisième fois. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance-là avec des gens qui viennent vraiment témoigner de leur souffrance en lien avec le travail, mais forcément pas que, puisque comme on dit, il y a aussi le personnel qui peut rentrer en jeu. Et je trouve que c'est des situations dans lesquelles elles sont souvent démunies parce qu'on ne sait pas trop comment répondre, on n'a pas de lien directement avec leur propre espace de ressources, les psychologues, les APP, les supervisions ou leur hiérarchie directe. Et donc, du coup, on est obligé un petit peu de les orienter vers quelqu'un, mais c'est vrai que du coup, il faut quand même aussi accompagner ça, et c'est arrivé plusieurs fois qu'elles me rapportent ce genre de situation où elles ont été en fait un peu pris au dépourvu, j'ai envie de dire, des professionnels qui sont venus se livrer sur leur propre souffrance dans leur travail. D'accord. Oui, donc il y a peut-être 3 échelles aussi, enfin pour faire écho aux outils qui étaient présentés. Il y a l'échelle individuelle, collective au sein de l'EMPP et après le collectif, entre professionnels, en Partenarial. dehors de voilà, partenarial. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir parce que du coup, nous, on est une NMPP associative. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a les mêmes employeurs, en fait, Andy qui est psychologue et Agathe qui est aussi travailleuse sociale avec moi. On est 3 dans l'équipe et un médecin psychiatre. On a tous le même employeur. Après, je voulais savoir si, du coup, les éducateurs qui travaillaient avec vous ou les assistantes sociales n'avaient pas, eux, dans les partenaires avec eux, des instances de gap, en fait, tout ce qui est sur, justement, des instances où on parle de nos expériences, de ce qui peut être difficile, des situations difficiles qu'on peut vivre au travail. Si, en fait, la plupart des structures partenaires avec lesquelles on travaille ont des espaces de supervision ou d'analyse de pratique, mais on voit que malgré tout, ça suffit pas en tout cas, et que voilà. Mais quasiment tous les partenaires avec lesquels on travaille, ils ont à minima des espaces d'analyse de pratique, voilà. Ça, c'est quasiment voilà. Après, ils n'ont pas forcément de psychologues dans leurs équipes, il y en a très très peu. Voilà. Mais du coup, on se rend compte que ça suffit pas parce que parfois c'est beaucoup peu de séances. Voilà. Donc, ça ne permet pas d'aborder à chaud certaines situations. Donc, évidemment, on les renvoie après vers ce qui existe dans leur structure, mais il n'empêche qu'ils viennent aussi déposer un peu, quand ils voient l'infirmière de l'EMPP, ils en profitent pour venir aussi parler de leurs difficultés. Je rebondis sur ces 2 dernières interventions, c'est l'importance du cadre, dans le sens que quand on a affaire avec
ces personnes qui ont des traumatismes, qui vivent dans des situations précaires, comme on disait, on a tendance un peu à aller un peu au-delà de ce qu'on peut faire ou de pouvoir, je sais pas, de dire à des collègues des choses qui sont passées en dehors du cadre. Le cadre, c'est quelque chose qui tient et qui protège les professionnels, même si des fois, il est pas facile à adapter. Donc, sur des questions de ce type-là, sur des personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, et bah, bien sûr, il faut qu'il y ait des espaces de supervision où on peut parler de la clinique et des effets que la clinique peut avoir sur les professionnels. Mais il y a des espaces qui sont séparés, comme la médecine du travail, où il faut parler de ces souffrances professionnelles. Il y a des espaces par exemple, de réunions individuelles RH avec la hiérarchie pour parler des attentes. On a parlé tout à l'heure des attentes irréalistes, des choses comme ça. Donc, il y a des espaces différents à investir et à protéger. On peut avoir des débordements du cadre. On peut avoir, par exemple, des personnes qui sont très, très fines, hein, des professionnels du soin de la santé mentale, qui dans des espaces de coordination, dans des espaces un peu plus voilà, de réunions d'équipe, il y a des mélanges, il peut y avoir des fois des mélanges de registres où on fait presque des supervisions. Donc voilà, c'est vraiment important de respecter le cadre et de renvoyer éventuellement les personnes à ces espaces différenciés, de ne pas mélanger tous les registres. Et pour donc monsieur, vous posiez la question du parcours de soins et de qu'est-ce qu'on fait avec voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'accueil, comment on fait à accueillir, à rester ouvert, mais en même temps à pouvoir prodiguer des soins de qualité. Donc, il y a des décisions institutionnelles. L'idée, c'est de ne pas se laisser faire par la demande voilà. Donc, à un certain moment, il faut prendre des décisions et donc et être clair envers son équipe et envers voilà, dans cette idée-là. Donc, il peut y avoir des institutions qui disent être, voilà, qui disent être qui sont un peu moins accessibles, mais qui prodiguent des soins qui sont, par exemple, plus intensifs, un peu plus longues, avec des listes d'attente plus longues. Et voilà, d'autres institutions qui préfèrent être très accessibles, faire des orientations, des évaluations et réorienter après. Donc, ça dépend vraiment de comment on se positionne au niveau institutionnel. Je ne dis pas que c'est toujours simple après de rester dans ce qu'on s'est dit. Par exemple, dans les EMPP, nous, on travaille avec les EMPP. La problématique, c'est souvent de se dire, en théorie, on devrait faciliter l'accès aux soins, par exemple, vers les CMP. Et finalement, vu que les CMP, ils ont beaucoup de délais d'attente, et ben, on se retrouve à faire quand même des prises en charge qui sont un peu plus longues de ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est des questions théoriques, mais qu'il faut vraiment élaborer à niveau institutionnel. Et voilà. Oui, très bien. Oui, c'est à nouveau moi. C'est juste pour relayer une question qui est dans le chat, qui a été posée par Monsieur Rougier de l'EMPP d'Alès. Je la relaye à moins que vous vouliez l'énoncer vous-même, Monsieur Rougier. Sinon, ça demandait si l'expérience pouvait aussi protéger de ce traumatisme-là par rapport aux infirmiers ou aux soignants qui travaillent en MCO. La question de est-ce que finalement, à force de se confronter à des difficultés, on s'y habitue, on s'y accoutume. J'imagine qu'il y a un peu de ça derrière cette question. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, donc là, voilà, c'est un ancien infirmier qui travaille en réanimation. Ben, alors là, c'est des questions vraiment plus larges, hein. Par exemple, les personnes qui travaillent tout le temps dans des services d'urgence ou dans les services où ils ont, voilà, ils vivent de façon très fréquente confrontés au décès, à la mort des patients, à des situations difficiles. Alors, il s'agit pas en soi d'un traumatisme parce que en théorie, on est plus ou moins préparé
à ce qu'on va voir. Les décès n'arrivent pas par surprise. Mais en même temps, c'est bien sûr un travail qui est très difficile, qui peut mener à l'épuisement professionnel. Et c'est surtout des équipes dans lesquelles il n'y a pas forcément culture de la supervision. Donc, les choses vont très vite. Il y a des réponses qui sont assez opératoires. Des formes. Alors, l'expérience, d'un côté, ça peut protéger. De l'autre côté, on peut aussi être complètement détaché de ce qu'on voit. Donc, adapter, comme on l'avait vu tout à l'heure, des attitudes cyniques, des attitudes détachées par rapport aux patients, à ce qu'on voit. Voilà, donc je pense que c'est important d'élargir cette pratique de la supervision aussi dans les équipes qui ne sont pas des équipes de santé mentale. Voilà. Émilie? Je ne sais pas si Fabien, c'est toi qui parlais de l'expérience ou si j'ai mal lu sur le commentaire, mais moi, je crois que ce qui permet aussi peut-être de rester longtemps dans une MPP et à travailler, c'est de ne pas être que sur du travail de rue, que sur du travail d'accès aux soins, de la rencontre avec le public, c'est d'essayer aussi de s'investir dans d'autres choses, dans voilà, dans d'autres missions en équipe, hein, de pouvoir à un moment partager ça et donc sur de la recherche ou sur de la coordination, sur du travail avec tout le secteur de l'hébergement ou du logement, enfin de pouvoir à un moment voilà, faire de la rue, faire de la rencontre et aussi penser en fait la clinique. Et la clinique, on la pense en étant dans une autre temporalité parce qu'il y a le temps aussi de la temporalité de la psychose aussi, donc de pouvoir à un moment être sur un à côté, quoi. Des projets, je ne sais pas ce que après comment chaque EMPP se met en place, mais il y a des EMPP qui mettent en place des projets, voilà, de communautaire plus autour de ça, mais et ça en fait de pouvoir faire des allers-retours entre la pratique clinique et d'autres choses un peu. Ça permet aussi de prendre un souffle, de respirer et de moins de tenir. Parce que je ne sais pas si on peut tenir des années et des années et des années dans du travail de rue, sauf si vraiment on est quelque chose de l'ordre, voilà, du fantasme de charité ou quelque chose de cet ordre-là, quoi, de sauver l'autre, quoi. Mais, donc il y a parce que les supervisions aussi ou les analyses de pratique, c'est pas toujours un choix dans certaines. En tout cas, le superviseur n'est pas toujours un choix et ça va pas forcément aussi à l'équipe. Enfin, il y a des complexités aussi sur le voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il y avait une autre main levée, mais je sais pas, je crois pas que la voir. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou pas. Oui, c'était moi. Vous m'entendez? Ah, il y a deux. Vous m'entendez? Hein? Donc moi, je suis Laure depuis le MPP de Bayonne. Oui. Et je voulais juste apporter un petit témoignage personnel. Ça fait 8 ans que je suis sur le MPP de Bayonne. Avant, je travaillais 20 ans aux urgences psychiatriques d'hôpital. Et j'ai expérimenté personnellement il y a quelques mois. Et moi, ce qui fait beaucoup de bien, c'est de découvrir ce terme-là que je ne connaissais pas du tout. Le syndrome vicarien, mais quand j'ai pas tombée sur de la fatigue de compassion, je me suis complètement reconnue dedans et ça m'a déculpabilisée parce que vraiment, j'étais pas bien de ressentir de l'agressivité, d'avoir envie d'envoyer bouler tous les patients avec qui c'est un éternel recommencement hein, pour beaucoup dans le travail. Et le fait de voir que c'était étudié écrit, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc après, bien sûr, chacun de se saisir de ça et de mettre des choses en place. Mais c'est pour ça, moi, je me dis déjà d'en parler, de communiquer sur ça auprès des professionnels sociaux, c'est déjà très bien pour que chacun puisse. Moi, j'étais dans l'idée de partir, de quitter le service. Et puis bon, ça m'a permis de prendre du recul, d'aller
J'ai été faire quelques jours dans un autre service pour voir. Et puis, bon, finalement, je me remobilise parce que ça m'a permis de savoir aussi mettre des limites des fois. Et c'est vrai que c'est au décours d'une séance de supervision d'équipe que j'ai pu en parler. Et après, voilà, je travaille dans une équipe où on se soutient beaucoup les unes les autres. On n'est que des femmes ici. Et c'est vrai qu'on en parle plus aussi de ça et que collectivement, on va être plus vigilant les unes aux autres. On le faisait déjà, mais en connaissant ce concept-là, je pense que il y a une petite alerte qui peut s'allumer pour moi, en tout cas dorénavant. Donc c'est bien d'en parler et il faut diffuser au maximum, surtout les publics de soignants, éduques, qui sont avec des populations difficiles, migrants ou de la rue, ou précaires tout simplement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Madame Froment? Oui, juste, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Oui. Mais moi, je travaille beaucoup en soins palliatifs, donc où il y a beaucoup, alors c'est pas de la psy à proprement parler, même s'il y a beaucoup d'accompagnement aussi, notamment des familles, où c'était très lourd. Et je sais que dans les périodes où on pouvait être avec l'équipe pas forcément bien parce que les décès, la souffrance, l'isolement aussi, c'est aussi le cas. C'était important pour arriver à lâcher Moi, j'avais travaillé sur les biais cognitifs, les biais culturels, les biais organisationnels. Et en fait, le fait de travailler un peu sur ça, ça remet les choses à leur place. Et du coup, on déculpabilise aussi un peu. On arrive à identifier qu'est-ce qui fait que dans notre pratique, ça m'a plus touché qu'un autre ou pas. Et du coup, le fait de mettre un mot dessus, c'est un peu ce que la dame venait de dire, d'arriver à nommer un peu ce qui ne va pas, ça peut aider aussi dans les équipes. Il y a aussi des travaux qui peuvent se faire aussi de façon un peu plus générale sur ces thèmes-là, quoi. Merci. Bon, je voulais rebondir en effet sur la question de… donc, moi, j'ai parlé je veux dire, des extrêmes, dans le sens de quand on développe des difficultés qui sont plus importantes et tout, mais dans la réalité, dans la rencontre clinique avec ces personnes-là, c'est absolument normal ressentir ces effets de colère, ces sentiments d'injustice. Je veux dire, c'est des choses de tous les jours. La question de pouvoir les reconnaître et reconnaître ce que ça nous fait, c'est très important. C'est du matériel clinique, c'est des choses qui nous aident aussi à aider le patient. La question, c'est quand le curseur, il va un peu trop au-delà, et là, il y a vraiment une rupture avec le fonctionnement intérieur, il y a des grosses difficultés. C'est à ce moment-là que on parle de ce type de difficultés, et bien sûr, on essaye de prévenir ces phénomènes-là de rupture. Mais c'est, comme vous disiez, c'est très important de pouvoir reconnaître, mais en sachant qu'il y a des choses par lesquelles on passe. On passe avec cette clinique-là. Ça répond aussi à nos engagements, à cette difficulté éthique d'accepter l'injustice. Je veux dire, bien sûr, c'est des choses qui nous traversent. Il y avait une question écrite sur le trauma vicariant. Est-ce que je la lis? Ou vous voulez la lire, Madame Lucioni? Non, vous pouvez, j'ai pas vu. Sylvie Daran, EMPP Clermont. Ah oui, C'est une un partage question très intéressante. Oui. C'est une question très intéressante donc elle dit qu'elle voulait partager son expérience sur un trauma vicariant qui m'a effractée. Il s'agissait d'une photo de son enfant qu'une de mes patientes m'avait mis sous les yeux. Donc, là, on a les choses dont on a parlé, c'est des choses qui se passent dans la rencontre clinique avec un patient qui nous parle de son expérience. Et c'est en ça que, de façon très, je veux dire, très stricte, on dit il ne s'agit pas forcément d'un trauma, parce qu'on n'a pas été confronté. Parce qu'on a été confronté à un récit, à un discours sur quelque chose qui s'est passé. Par contre, et ça, on est dans un autre registre, dans le sens que là, on est vraiment dans le registre du psychotraumatisme, quand on est confronté à des images
quand on est confronté à des vécus. Je pense aux policiers, par exemple, aux pompiers. Je pense aux personnes qui doivent regarder des vidéos et des films qui sont voilà, très durs, très difficiles sur des exécutions. Je veux dire, il y a des métiers. Et il y a aussi des situations dans nos métiers où on n'est pas censé être exposé à un événement traumatique de nos patients, où on est exposé à des images. Donc, des images, ça peut être des odeurs, ça peut être tout ce qui est sensoriel. Et tout ça, en effet, ça a un impact différent par rapport au récit, par rapport à la parole. Parce que ça peut rester figé dans la mémoire, on peut avoir en effet des réviviscences, on peut avoir des images qui reviennent. Donc, on peut développer des symptômes qui sont beaucoup plus proches à ceux de l'état de stress post-traumatique et on peut avoir un psychotraumatisme. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je pense qu'on ne peut que, en tout cas, vous encourager à diffuser aussi au maximum les outils qu'on va vous partager. Et puis voilà, si après vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les faire remonter à vos coordinateurs régionaux et puis on pourra voilà, et voir comment y répondre au mieux possible. Et je vous envoie donc l'ensemble des présentations et des outils mentionnés. Et puis si vous avez donc vous-même des outils qui ont été travaillés peut-être au sein de vos équipes que vous souhaitez partager, n'hésitez pas, on pourra aussi les intégrer pour diffuser un maximum cette information-là. Eh bien, merci beaucoup et merci à nos deux présentatrices pour les présentations d'aujourd'hui. Merci de vous être rendues disponibles et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne Au journée à revoir, toutes et à tous. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée, merci.